à tous, donc je vais vous présenter les concepts et référentiels de la densité, donc je m'excuse par avance, ça va être un peu théorique. Donc tout d'abord, je vais replacer un peu cette présentation dans son contexte et notamment dans la recherche de laquelle elle est issue. J'aborderai ensuite les notions qui sont liées à la densité, en fait, densification, etc. Avant d'aborder plus précisément quels sont les éléments à prendre en compte lorsque l'on calcule finalement la densité. Et enfin, je terminerai par la présentation de quelques indicateurs avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc tout d'abord, la recherche en deux mots. Comme Yves Hanin l'a présenté ce matin, vous avez reçu logiquement dans vos mallettes un petit lexique d'une vingtaine de pages, donc, qui est issu de la recherche densification des tissus urbanisés en Wallonie, donc, qui est une recherche CPDT menée par les 3 universités, à savoir l'IGEAT de l'ULB, le LEPUR de l'ULG et le CREAT de l'UCL. Donc c'est une recherche qui est menée sur 3 ans et qui a pour objectif d'identifier les principes et les leviers pour une densification raisonnée et diversifiée par le logement en tenant compte des différentes caractéristiques des tissus urbanisés que l'on peut rencontrer en Wallonie. Alors pour ce faire, cette recherche est divisée en 3 volets. Le premier, c'est le volet forme urbaine et mode d'habitat, donc qui se penche plutôt sur la question de la morphologie liée à la densité. Le second volet, c'est le volet soutenabilité qui se scinde lui-même en acceptabilité sociale et en soutenabilité environnementale. Donc il s'agit plutôt d'aborder les questions de savoir comment la densité est perçue, quels sont les éléments qui permettent peut-être de mieux l'accepter. Au niveau de la soutenabilité environnementale, c'est quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on parle de densification au niveau réseau d'égouttage par exemple. Et enfin, le dernier volet qui est traité dans la recherche, c'est le volet faisabilité économique et juridique. Donc, quels sont les acteurs, les leviers juridiques à mettre en place pour travailler sur une densification raisonnée. Donc, ici, comme je l'ai dit, vous avez reçu ce petit lexique. Donc, c'est avant tout une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il faudra quelque part l'adapter un peu en fonction de l'utilisation que vous voudrez faire des indicateurs de densité. Donc, est-ce que vous allez plutôt utiliser des indicateurs pour une utilisation dans des règlements communaux d'urbanisme, dans des schémas de structure, ou plutôt dans un but analytique? Également, l'échelle à laquelle vous allez aborder ces indicateurs va faire que vous allez trouver une série d'informations dans ce lexique, mais qu'il faudra adapter évidemment au cas par cas. Donc le contenu de ce lexique, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, dans un premier temps, on aborde quelles sont les notions qui sont liées à la densité. Ensuite, quels sont les éléments à prendre en compte dans les calculs de densité. Enfin, quelques exemples d'indicateurs. Donc, les indicateurs qui sont les plus couramment utilisés, mais également d'autres types d'indicateurs qui peut toujours être intéressant d'avoir en tête. Donc, les notions liées à la densité. Donc, comme je l'ai dit, c'est une recherche qui s'étale sur 3 ans. Au bout de cette première année, il nous a semblé assez évident qu'il était nécessaire de se faire un petit lexique, puisque quand on parcourt un peu toute la littérature scientifique qu'il y a sur la densité, on se rend vite compte que le terme est employé un peu à toutes les sauces. Et donc, il est assez important de bien se définir les termes employés au départ. Donc, le premier terme qu'on a évidemment défini, c'est le terme densité. Donc, au niveau du domaine de l'urbanisme, il est définie par une formule mathématique sous forme de rapport. Donc, c'est un nombre d'éléments qui est sur une superficie prise en compte et dans un périmètre étudié. Donc, cette formule mathématique, c'est un peu ce qu'on peut appeler la densité réelle. Donc, ce sont les éléments quelque part quantifiables de la densité. Donc, ces calculs sont évidemment très intéressants et pertinents, notamment lorsqu'on veut étudier quelque part l'engorgement de certaines voiries, lorsqu'on veut étudier la viabilisation de certains équipements ou même des transports en commun. On voit bien que le calcul de la densité est un élément qui est important à prendre en compte. Pourtant, il y a d'autres aspects de la densité qui méritent également qu'on s'y attache. Quand on voit, par exemple, pour un même résultat, ici c'est une illustration qui est assez connue,
pour un même résultat de densité. Ici, c'est le coefficient d'occupation du sol qui est égal dans les deux illustrations que vous avez là. On voit bien que finalement, la forme urbanisée peut être tout à fait différente. Donc, outre les aspects quantifiables de la densité, il est important de prendre également en compte tous les aspects sociologiques et psychologiques qui accompagnent cette densité. Finalement, quelle est la perception qu'on va pouvoir en avoir ? Autre terme à définir, c'était le terme densification. Donc, tout simplement, la définition première qu'on peut rencontrer, c'est augmentation de la densité. Une fois de plus, dans le domaine de l'urbanisme, ce terme rencontre plutôt deux notions, recouvre deux notions. La première, c'est les processus. Donc, quelle est l'évolution de la densité dans le temps ? Et il recouvre également tous les moyens d'action, c'est-à-dire tous les leviers qui sont utilisés pour travailler, pour densifier un territoire. Alors, il existe principalement deux modes de densification. Le premier, c'est la transformation d'un tissu. Donc, on va plutôt maintenir les grandes caractéristiques morphologiques du tissu. Ou alors, on va faire table rase du passé, démolir et reconstruire en plus dense. Donc, c'est les deux grands modes de densification possibles. Alors, ces modes se déclinent évidemment à différentes échelles. À l'échelle du bâti, on peut parler en termes d'extension horizontale, donc des annexes, travailler en extension verticale, diviser le volume ou démolir et reconstruire. Au niveau de la parcelle, on va travailler sur la saturation de l'espace au sol ou sur la division parcellaire. Et enfin, on peut également travailler au niveau du front bâti, en comblant les dents creuses, en travaillant sur tout ce qui est friche, en construisant en intérieur d'îlots, également par la démolition-reconstruction, ou encore en modifiant l'espace public. Donc, on va recréer des voiries, par exemple, on va mailler les espaces publics ensemble, on va reprofiler les voiries. Donc, ce qui est intéressant de voir dans ces différents modes de densification, donc c'est une liste évidemment non exhaustive, c'est que finalement la plupart des modes de densification qu'on rencontre permettent quand même de maintenir les grandes caractéristiques morphologiques du bâti. Alors, autre terme que l'on rencontre souvent, c'est les termes intensité, intensification. Alors, pourquoi les définir? Mais c'est parce que, généralement, les termes densité et densification ont une connotation assez négative. Enfin, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on emploie le mot densité, assez souvent, c'est l'image des tours ou des barres de logement qui nous viennent à l'esprit. Donc, assez souvent, en termes de communication, ces termes densité et densification sont substitués par les termes intensité. Alors, pourtant, leurs définitions sont quand même différentes, puisque le mot intensité signifie somme de tous les événements ayant lieu dans un espace et dans une unité de temps. Autrement dit, par rapport au terme densité, on a déjà une dimension plus qualitative qui intervient. Donc, il rencontre différents types de composantes urbaines. Donc, quand on parle du mot intensité, on parle à la fois de densité, mais également on sous-entend les termes accessibilité, mixité qui interviennent. Donc, on voit ce terme est beaucoup plus complet, quelque part, que la notion de densité seule. Alors, la notion d'intensité et d'intensification renvoie assez souvent au terme centralité, polarité. Donc, on peut rencontrer des centralités locales, donc qui ont un rayonnement finalement assez faible, qui se définissent par déjà une certaine densité de population, avec des commerces courants de petite taille, ou des centralités extra-locales, donc qui ont un rayonnement déjà beaucoup plus large sur un ensemble de territoires. Alors, pour identifier ces centralités, ces polarités, il y a trois notions qui interviennent. C'est le volume bâti que l'on va y rencontrer, la mixité et la concentration d'activité, et également l'accessibilité à ces lieux. Alors, l'intensité renvoie au terme centralité, mais également à la notion d'interaction sociale. Donc, comme on l'a vu, l'intensité, c'est un peu l'usage que l'on a d'un lieu. C'est également, évidemment, tout ce qui est interaction sociale, toute la possibilité de rencontres, de discussions qu'on va pouvoir avoir avec l'autre. Donc, pour conclure sur ces quelques notions et définitions que vous avez dans votre lexique, c'est qu'on voit assez bien que le terme densité est complexe. C'est pourquoi il est généralement intéressant et même important de définir l'échelle à laquelle on l'emploie. Et très souvent, un seul indicateur ne sera pas suffisant que pour aborder cette complexité. Il va falloir combiner plusieurs indicateurs et traiter la densité sous différents angles. Donc l'aborder de manière plutôt géographique, mais également environnementale, sociale, énergétique. Donc le troisième point, c'est la définition et les calculs d'indicateurs. Donc comme je l'ai dit,
dans la définition, c'est une formule mathématique. Donc, comme on le voit, il existe une multitude possible de calculs. On peut parler en termes de logement à l'hectare, on peut parler en termes d'habitants au kilomètre carré, etc. Donc, il est important, pour bien se faire comprendre et surtout savoir de quoi on parle, de définir toute une série d'éléments. Les premiers, c'est évidemment quels sont les éléments qu'on analyse. Est-ce qu'on parle de logement? Est-ce qu'on parle d'habitants? La superficie de référence sur laquelle on va travailler. Le périmètre étudié. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base qu'il faut préciser. En plus de ces éléments, on peut également préciser deux autres notions. La première, c'est l'étalon de référence et la seconde, c'est le moment. Donc l'étalon de référence, c'est finalement à partir de quand est-ce que je peux dire qu'on passe dans une densité qui est forte ou dans une densité qui est faible? Est-ce que c'est à partir de 25 logements à l'hectare, par exemple? Donc, quel est mon étalon de référence, ma valeur seuil, à partir du moment où je peux dire on est dans une densité forte? L'autre élément qu'il est intéressant de préciser, c'est le moment. Quelle est la date, quelque part, des données qu'on a utilisées pour calculer l'indicateur? Puisque l'indicateur de densité, c'est vraiment une photographie, c'est une analyse à un instant T d'un morceau de territoire. Donc le premier élément, c'est le nombre, c'est les éléments analysés. On en identifie de deux types. Le premier, c'est soit des éléments plutôt de type contenant, donc tout ce qui est habitat, logement, commerce aussi par exemple, ou tout ce qui est de type contenu. Donc c'est les habitants, les emplois, les scolaires par exemple. Deuxième élément à préciser, c'est la superficie prise en compte. Et là, dans la littérature, il y a déjà une petite spécificité. Généralement, on utilise le mot surface pour parler plutôt de ce qui est construction, et on utilise le terme superficie plutôt pour aborder tout ce qui est lié au terrain. Donc, au niveau de la superficie, on parle soit de superficie brute, soit de superficie nette. Donc, la superficie brute, c'est on prend en compte l'ensemble du périmètre étudié sans distinction aucune. La superficie nette, généralement, on prend en compte les surfaces parcellaires duquel on a éliminé tout ce qui était voirie, espace public. Évidemment, il y a d'autres intermédiaires, donc il y a des superficies semi-brutes dans lesquelles on va prendre en compte parfois certaines fonctions. Donc on va peut-être prendre en compte et les parcellaires et les équipements publics, par exemple. Alors, il est important de préciser de quel type de superficie on parle, et ce, à n'importe quelle échelle on travaille, que ce soit à l'échelle globale, par exemple au niveau des communes, comme à l'échelle infralocale. Donc, même au niveau de la parcelle, on va pouvoir faire la distinction entre les superficies brutes ou nettes. Donc, on prend l'ensemble de la parcelle, ou alors on va peut-être calculer uniquement les zones de cours et jardins. Alors, au niveau de la législation, un des indicateurs qui est le plus couramment utilisé, c'est le nombre de logements par hectare brut. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la superficie pour calculer cet indicateur est très variable finalement d'un document législatif à l'autre. Donc, par exemple, au niveau du quatup, dans la PEB, on parle de superficie utile totale qui prend en compte donc l'ensemble de la surface sans tenir compte de l'épaisseur des murs extérieurs. Dans le quatup toujours, on parle également de superficie utile du logement. Donc on prend en compte toutes les surfaces quelque part habitables. Donc on va éliminer tout ce qui est garage, buanderie, cave, grenier non aménagé. Et on va retirer également l'épaisseur des murs. Au niveau des demandes de permis, la superficie est encore différente puisqu'on parle de surface du bâtiment ou de surface habitable. Donc on prend toutes les surfaces habitables, donc moins toutes les annexes non aménageables qui font moins de 4 mètres carrés et qui ont une hauteur sous plafond de minimum 2 mètres. Au niveau des demandes du permis, donc dans un même document, on parle également de surface totale. Donc ça, c'est l'ensemble de la surface, y compris l'épaisseur des murs. Par exemple, dans les demandes de permis bruxellois, c'est encore différent puisqu'on approche la question par des superficies de plancher. Donc là, c'est tout ce qui est hors sol avec des hauteurs sous plafond minimum de 2,20 m. Et enfin, dans le cadastre, on parle de surface utile. Donc ça rejoint un peu la définition de surface totale de demande du permis. Donc on voit bien que pour un même indicateur quelque part de départ, on a des superficies qui sont prises en compte, qui sont très variables, et donc on va avoir évidemment des résultats de densité qui sont tout aussi variables. Donc en termes de conclusion, évidemment, ces conclusions sont à nuancer en fonction de ce que vous allez vouloir calculer et analyser.
on voit que, à travers les lectures qu'on a pu avoir, c'est qu'à l'échelle globale, utiliser des superficies brutes donne des informations qui sont finalement assez difficiles à manipuler, à utiliser, puisqu'on prend en compte, sans aucune distinction, toutes les fonctions du territoire. Donc ça ne permet pas, par exemple, de comparer deux communes, puisqu'on a des communes qui sont plutôt rurales, des communes qui sont plutôt urbaines. Donc les superficies brutes sont assez difficilement utilisables. Au niveau local, il peut être intéressant d'employer un peu un mix des deux, donc de parler de semi-brut, puisque lorsqu'on est plutôt au niveau du quartier pour un réaménagement de quartier, par exemple, il peut être intéressant de travailler également de prendre en compte en tout cas l'espace public. Donc on va plutôt travailler en semi-brut. Au niveau de l'infra local, là on a plutôt l'embarras du chat puisqu'on travaille à plus petite échelle. Donc ce qu'on peut retenir principalement, c'est que dans tout ce qui est documents réglementaires, que ce soit schéma de structure, RCU ou autre, il est vraiment important de préciser la superficie qui est prise en compte, puisque un promoteur va évidemment pouvoir interpréter la surface en fonction de ce qui va l'arranger. Donc il est bien important de bien se faire comprendre pour bien mener les objectifs qu'on s'est fixés en termes de densité. Donc, autre élément à préciser, c'est le périmètre observé. Donc, est-ce qu'on travaille plutôt à la parcelle, au quartier ou à l'échelle communale? Donc, dans le petit fascicule, ici, vous avez les principaux indicateurs que l'on rencontre, avec la méthode de calcul qui est utilisée et également, de manière assez synthétique, quels sont les avantages de ces indicateurs et leurs inconvénients. Donc, le premier indicateur, c'est la densité résidentielle, qui est le nombre de logements sur la superficie du territoire étudié, donc qui se calcule en logements par hectare en règle générale ou en logements au kilomètre carré. Donc, ses avantages, c'est qu'il est facilement exploitable dans la réglementation, qu'il est facile de compréhension. Donc, en termes de communication, tout le monde sait ce que c'est un logement, donc c'est facile de communiquer avec cet indicateur. Il permet des comparaisons d'échelles territoriales qui sont assez globales et de formes urbanisées, mais attention, des formes urbanisées qui sont similaires. Par contre, il ne rend absolument pas compte de la troisième dimension, donc il ne rend pas compte de la forme urbanisée abordée. Donc pour un même résultat, on peut avoir des types de tissus qui sont quand même différents. Il n'aborde que très sommairement une réalité qui va dépendre de la surface du logement. Donc on peut parler de 25 logements à l'hectare par exemple. Si un logement fait 25 mètres carrés ou 250 mètres carrés, la réalité d'occupation de ce logement sera évidemment très différente. Et il est également très difficile à utiliser pour tout ce qui est des tissus mixtes, donc qui mélangent à la fois logement et commerce. Autre indicateur, c'est la densité de population, donc c'est le nombre d'habitants sur la superficie du territoire étudié, donc généralement en habitants par hectare ou habitants par kilomètre carré. Donc il qualifie le nombre de résidents, il permet également une comparaison d'échelle territoriale globale et il est utilisé internationalement. Donc dans ces désavantages, c'est qu'il ne reflète absolument pas la réalité de fréquentation puisqu'on parle bien de résidents, donc pas du tout, par exemple, des étudiants qui ne sont pas domiciliés ou des usagers d'un espace public. Autrement dit, cet indicateur n'est pas suffisant que pour planifier tout ce qui est services publics, équipements ou encore transport en commun. Il est également difficilement exploitable pour les tissus mixtes et non pertinent dans la réglementation. Autre indicateur qui est déjà un petit peu plus complet, c'est le nombre d'emplois et d'habitants sur une superficie de territoire étudié. Donc là, à la différence de la densité de population, il permet de qualifier la fréquentation d'un lieu, puisqu'on va pouvoir aborder notamment la question des emplois. Il permet de comparer des tissus mixtes, donc du logement, du commerce, et il est souvent utilisé notamment dans la planification des transports en commun. Il permet également de repérer tout ce qui est lieu de centralité et il est adaptable en fonction du commerce. Donc, par exemple, en plus des emplois et des habitants, on va pouvoir également étudier le nombre de scolaires, le nombre de chalands également, ou de touristes par exemple. Donc on voit que cette formule peut également être complétée. Ses désavantages, c'est qu'il est difficilement exploitable dans la réglementation, notamment par rapport à la collecte de données, puisqu'il n'est pas toujours évident de connaître le nombre d'emplois. Deux autres indicateurs qui sont souvent rencontrés, c'est le taux d'emprise en sol, donc le ES, c'est-à-dire la surface bâtie sur la superficie parcellaire, ou le rapport plancher-sol, donc la surface de plancher sur la superficie parcellaire.
Donc la différence entre les deux, c'est que pour un même rapport d'emprise au sol, on va pouvoir avoir finalement un résultat de rapport plancher-sol qui va être très différent. Donc ça ne permet pas finalement d'aborder avec seulement l'emprise au sol, d'aborder tout ce qui est les formes urbanisées, puisqu'on va avoir des formes qui peuvent également être très variables. Donc il existe plein d'autres exemples d'indicateurs. Donc, dans le fascicule, on parle également de densité bâtie. On aborde également le coefficient de biotope par surface. On parle également de la question d'indicateurs de mixité fonctionnelle, de compacité, de perméabilité du réseau vieilleur ou encore d'indices de ruralité qui sont développés notamment par le CAPRU. Donc, on voit qu'à côté de tous les indicateurs qu'on a l'habitude de côtoyer dans les documents d'urbanisme, il existe toute une autre série d'indicateurs qui peut être très intéressant à développer pour tout ce qui est notamment l'analyse de quartier ou de la commune. Donc, en guise de conclusion, on peut retenir que finalement les indicateurs qui sont plus de type contenant, donc tout ce qui est habitat et autres, sont facilement exploitables dans la réglementation puisque les données sont facilement accessibles notamment, mais ils sont très imprécis pour décrire une réalité humaine. À l'inverse, tout ce qui est indicateur de contenu sont plus pertinents pour analyser tout ce qui est densification des formes urbaines, bien qu'ils soient plus variables dans le temps. Donc au final, c'est vraiment la complémentarité de ces indicateurs. Un seul indicateur, comme je l'ai dit au début, ne suffira pas pour aborder cette complexité liée à la densité, mais il va falloir combiner les indicateurs pour vraiment approfondir l'analyse. Donc, au niveau de votre fascicule, pour la conclusion, il y a un petit tableau que je n'ai pas repris ici, qui reprend les différents indicateurs que j'ai évoqués, en fonction s'ils sont plutôt des indicateurs de type contenant ou de type contenu, et en fonction de l'échelle à laquelle on va plutôt les rencontrer. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention.